Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 22e épisode, on échange avec Guillaume, cofondateur de la maison Pipe, brasserie de bière collaborative qui se situe à Bègles, en banlieue bordelaise. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. Puis, on finira l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Bonjour Guillaume, comment t'es venu l'envie, toi, d'entreprendre ? Je ne sais pas vraiment comment c'est venu. Oui, je pense que ça a à voir avec le fait d'avoir envie de faire quelque chose. Et donc, au début, tu n'as pas les compétences. Donc, bien sûr, tu le fais avec d'autres qui sont plus expérimentés. Et je pense que c'est, oui, pour répondre à cette question, je pense que c'est une envie de liberté et d'autonomie, en fait, assez simplement. Et ça veut dire que tu as eu différents parcours. C'est directement quand tu as arrêté tes études, tu as eu envie d'entreprendre ou tu as fait un parcours avec justement, tu étais salarié d'une boîte? Non, je pense. Alors, sur mon parcours, oui, bien sûr. Je pense qu'on rêverait tous de pouvoir tout de suite savoir tout faire et que ça marche. Et donc, quand on est dans le monde des développements de projets, on préférerait avoir tout de suite la liberté et l'autonomie. Enfin, je dis on préférerait. Ça prouve déjà ma manière de penser. Mais si on a ce profil-là, on va dire que je l'avais, on y pense tout de suite. Mais on a besoin de grandir. On a besoin de se confronter à différentes expériences. Moi, je le pense vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se lancer tout de suite. Hein. Moi, dès mes 18 ans, j'ai essayé avec un pote de lancer une marque de vêtements, mais avec le temps, là en l'occurrence sur la maison Pipe dont on parle, j'avais 35 ans quand l'aventure a commencé. J'ai fait pas mal de choses avant en tant que salarié. J'ai eu une première tentative d'entrepreneur et tout ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces expériences précédentes m'ont construit pour justement avoir les bonnes clés, les bonnes compétences et sur différents sujets pour mener avec plus de sérénité et donc au final sûrement un peu plus d'expérience et plus de chances de réussir ce projet-là. Donc c'est comme dans d'autres domaines, hein. Il faut pas se précipiter, rien ne sert de courir et c'est difficile. Moi je suis un impatient de fou. Et c'est à la fois un risque et en même temps, c'est une force parce que c'est un moteur. Puis voilà, ce qui est important, c'est d'essayer. C'est important, c'est d'essayer et c'est pas vrai que pour la logique d'entreprendre. Pas plus tard que tout à l'heure, j'en parlais avec l'un de mes collègues et j'ai dit voilà, le job, c'est d'essayer. On doit essayer. Ensuite, on voit ce qui marche pas, on remet le travail sur l'établi, on reteste, mais c'est d'essayer. C'est d'essayer, c'est d'avancer. Donc, je pense que oui, cette envie de faire des choses, parce qu'entreprendre, pour moi, c'est développer des projets de manière générale, qu'ils soient économiques ou pas, culturels, mais c'est de faire des choses qui prennent vie. Cette envie de faire, cette envie de le faire avec une certaine autonomie, avec une certaine liberté, on va dire à ma façon, sans que ce soit mégalo, mais oui, je l'avais, je l'avais. Je m'en suis rendu compte petit à petit, je l'avais. Même si c'est normal, et ma fille qui est au lycée me dit « Ah bah ouais, ce serait sympa si j'avais mon entreprise et pas de patron au-dessus de moi. » Ouais, quand t'as dit ça, t'as pas dit grand-chose, à part j'aimerais bien que ma vie, elle soit facile, que personne m'emmerde et que tout roule. Mais après, avec le temps, on se rend compte que c'est vraiment ça. Ce sera peut-être le cas de ma fille, je suis incapable de le dire maintenant, mais ce sera peut-être le cas de plein de gens. Elle a un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça. Après, je pense que c'est pas les exemples qui manquent, c'est la capacité à bien les interpréter. Voilà. Là, on se trouve à la maison Pipe. Comment est né le projet ? On va dire qu'au départ, il est né parce que moi, titre perso, ce côté un peu magique de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire ce produit qui au départ, c'est de l'eau, du sucre et ça se transforme en alcool, quelle que soit la source de départ, hein, c'était cool. Donc moi, dès quand j'avais 18 ans, je faisais des rhums arrangés, des cocktails de fruits frais, je trouvais ça super. Alors je ne transformais rien, on va dire, je mixais des choses, quoi, j'assemblais gentiment, mais du coup, il y avait ça. Et en fait, je raconte ça parce que, en tant que salarié, j'ai travaillé dans le vin, dans le champagne, mais pas à la production. Et pour d'autres,
prestigieux, mais pour d'autres. Et en fait, le projet de la bière est arrivé parce que, alors c'est comme quoi, hein, c'est un pote à moi du Nord qui, un jour, au détour d'une conversation, dit « Ah, ben moi, je fais la bière chez moi. » Et j'avais un autre pote, avec qui j'ai cofondé notamment la brasserie. On hallucine, on le regarde, mais bêtement, parce qu'en plus, c'était quand même un peu mon métier, donc je savais un peu ce qui se passait. Mais là, j'imaginais pas qu'on pouvait le faire dans sa cuisine. Et c'était vraiment ça. Je sais pas, bêtement, je me disais, bah non, c'est des trucs hyper gros. Enfin, limite, ça pousse dans les supermarchés, quoi. Et donc là, j'hallucine. Bref. Et une fois d'après, un apéro véridique, hein. Il est comme ça. Je lui dis, non, mais c'est simple. Il dit, non, mais attends, c'est hyper simple. File-moi ta carte bleue. Je vais sur Internet. Voilà. Pour 200 balles, je t'achète tout ce qu'il faut pour faire tes premières recettes de bière. Voilà comment c'est né. Et après, de ça, par rapport à notre discussion tout à l'heure, de ça est arrivé on en fait. Et là, peut-être l'esprit d'entrepreneur, entre guillemets, et puis l'expérience fait que j'ai vu qu'il se passait quelque chose à côté en termes de marché. Et que de ces petites expériences, voilà, peut-être trop d'envie. Et donc, je ne pouvais pas juste en rester là, juste régaler mes potes, mode tiens, regarde, goûte ça, goûte ça. À un moment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, un développement de la brasserie artisanale. Et donc, assez rapidement, naturellement, je me suis dit, pourquoi pas ? Allez, on essaye. Alors que je sortais, grosso modo, d'une première expérience d'entrepreneur un peu compliquée, un peu pas hyper successful, on va dire, et que j'étais à ce moment-là salarié et avec en tête le fait de dire c'est tellement plus confort. Et donc, j'étais hyper conscient de ça, mais je sais pas, il y avait un truc en moi qui a fait que je suis allé vers de l'entrepreneuriat, qui veut dire de la prise de risque, voire assez importante, c'est-à-dire t'y vas sans filet, etc., mais un peu naturellement. Donc, oui, c'est né au départ juste parce que c'était la possibilité de produire, de créer une boisson alcoolisée comme la bière, donc vieille comme le monde, assez facilement depuis son garage. C'est ce que disent les informaticiens. Les brasseurs, ils disent depuis leur cuisine. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Et puis, petit à petit, on en a fait un peu plus, et puis, etc., quoi. Et justement, le déclic, tu as eu un moment précis entre je fais de la bière, j'aime ça, j'en fais pour mes potes, et là, je veux vraiment faire un business. Je sais pas, les nuits où tu dors pas beaucoup. Non, je sais pas quel est le déclic. Je pense que c'est un peu progressif. Et puis, je pense aussi que oui, c'est un caractère. Et à un moment, tu vois, c'est pas assez, quoi. Tu te sens à l'étroit. Donc, tu as fait une recette, 2 recettes, 3 recettes, 10 recettes, 20 recettes, 50 recettes. Ben, OK, c'est bien. Ben, OK, next step. C'est quoi le challenge? Donc, tu dis, voilà. Et donc, tu commences à te renseigner. Ça se fait pas tout d'un coup. Tu commences à te renseigner et tu lèves la tête. Et puis là, tu dis, putain, mais il se passe quand même quelque chose. Et en réalité, qu'est-ce qu'il faudrait pour passer à l'étape d'après? Et c'est là où la machine se met en marche, et c'est là où on n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner, et certains vont voir des opportunités là où d'autres ne vont pas les voir. Et les autres auront bien raison souvent de ne pas les voir, parce que c'est souvent beaucoup plus casse-gueule et voué à l'échec, parce que c'est quand même ça la réalité. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, oui, témoigner d'un truc qui a réussi, c'est bien. Mais en fait, pour un témoignage d'un truc qui a réussi, il y aurait 9 témoignages hyper intéressants de trucs qui ont raté. À l'aise. Et quand, justement, avec tes potes, vous dites, tiens, on lance la brasserie, la durée, c'était comment? Ça a duré quelques mois ou des années? Non, le moment où tu dis, vas-y, on fait un truc, c'est assez rapide. Ce qui prend du temps, c'est tu vas, tu fais des recettes, puis petit à petit, ça monte comme ça. Pareil, en fonction des profils, ça va plus ou moins vite. Mais en fait, sur les 3 potes, j'ai monté ça avec 3 potes. 2 potes qui ont toujours gardé leur activité, hein, et musiciens, et l'autre est directeur artistique. Donc, eux, il n'y avait pas de sujet sur le fait est-ce qu'on fait un truc, est-ce qu'on fait pas un truc. Et surtout, sur ces 2 potes, c'était surtout avec mon pote Fred, directeur artistique, qu'on faisait les petites recettes. Notre pote Alix, lui, il venait goûter, mais il s'en foutait un peu de comment on faisait. C'était pas vraiment son sujet. Et donc, du coup, on a fait ça comme ça. À un moment, ça va assez vite. Parce que ça va assez vite en mode, tu vois, quand je commence à dire, ouais, on va faire un truc. Donc, en fait, j'ai 2 potes. J'en ai un avec qui je fais la bière. Donc, naturellement, tu dis, on le fait ensemble. Lui, plus prudent, il dit, ouais, t'es fou. Bon, ok, super, c'est marrant, c'est rigolo ce que tu racontes. Et l'autre, qui a rien à voir avec la choucroute, te dit, faut qu'on le fasse, moi, je veux en être. Et donc, résultat, tu as 3 potes et tu as une espèce de dynamique qui se fait comme ça, mais qui est assez rapide. Et puis après, toi, parce que c'est le profil, voilà, tu moulines, et tu avances. Et après, tout le monde se chauffe.
entre guillemets, chacun de sa manière à lui, tout le monde trouve sa place et se challenge de cette manière-là. Donc, non, il y a un moment quand tu dis vas-y, on y va, c'est aussi rapide que vas-y, on y va. Après, voilà, tu peux te dire est-ce que je fais une connerie, est-ce que je fais pas une connerie. Le process de création fait que ça prend un peu de temps, mais oui, quand tu dis vas-y, on y va, vas-y, on y va. Et après, on est des potes depuis toujours. Par rapport à la brasserie, c'est plus des investisseurs ou ils ont vraiment eu une présence dans l'entité? Alors, c'est une histoire de timing. C'est-à-dire que oui, c'est clair qu'eux, ils ont leurs activités, donc ils sont pas là. Moi, par rapport à mes deux potes, dès le départ, j'y passais tout mon temps. Je me suis jeté corps et âme avec la prise de risque inhérente, même financière. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu passes tout ton temps, c'est que tu fais pas autre chose. Et du coup, ils avaient cet œil bienveillant, mais on était tous les trois, on était soudés. Il y avait beaucoup plus ça. Là, ça s'est structuré. On est 10 personnes, etc. Donc, eux sont détachés. Alors, toujours une consultation, un regard bienveillant, mais comme ça prend un peu plus de place, il y a beaucoup plus de sujets et que c'est un peu plus gros, du coup, sur les sujets, ils sont entre guillemets un peu plus largués. Mais s'il y a quoi que ce soit qui est entre guillemets hors du quotidien, bien sûr. Déjà, parce que c'est mes potes. Donc voilà, après il y a des structures, on a fait un comité exécutif, mais c'est mes potes. Donc oui, je vais aller bouffer en disant tac, machin, truc, il y a ci, ça. Voilà, ça va dépendre, mais c'est pas une histoire de temps. Mais si j'ai un sujet, c'est à eux que je vais en parler, naturellement. C'est toi qui t'occupes de recruter ton staff? Ah bah oui, on est tout petit, hein. Nous on est dans les TPE, donc c'est des très petites entreprises. Donc oui, bien sûr, j'ai encore la vision sur tous les sujets. Moi je lance ça, mais je me crée mon métier. Tu vois, quand je lance ça, c'est en 2015, ma deuxième fille elle est née en 2012, donc je pars sans filet, sans machin. C'est inconscient, enfin je veux dire c'est irresponsable. Donc je me crée un premier métier. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui, pareil, est en reconversion, Benjamin en l'occurrence, et que j'amène dans l'aventure. Et ça marche. Et bref, etc., etc. Aujourd'hui, on est quasiment une dizaine. Ce que je veux dire, c'est que c'est une fierté. Donc oui, clairement. Et pour moi, c'est un truc très simple. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on a développé et j'espère que les gens sont heureux. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de gens malheureux. C'est-à-dire que je ne les veux pas. Et que si les gens ne sont pas heureux de rejoindre ce projet, je préfère que le projet reste petit et qu'il n'y ait que des gens heureux. Donc c'est éminemment important, les gens avec qui je travaille, parce que je suis le garant du projet et mon objectif, c'est que les gens s'épanouissent. Ça reste du boulot, hein. On est mieux à la plage, voilà, on va pas se voiler la face, mais que ça reste quelque chose qui soit sympa. Donc, enfin sympa. Bref, vous avez compris quoi. Un truc où tu es content d'aller autant que tu puisses être content d'aller au taf, mais oui, qu'il y ait une convivialité. Tu vois, pour l'anecdote, nous, tous les midis ici, on mange ensemble. Le lundi, on est lundi aujourd'hui, je fais les courses. Alors, c'est pas le grand soir, c'est des saladinettes, des sandwichs, des choses comme ça qu'on se fait nous-mêmes, mais on mange ensemble. Voilà, pour moi, c'est vachement important. Alors, du coup, après, on a tout un tas de règles pour savoir qui fait la vaisselle en jouant au basket derrière et compagnie. Bon, voilà, mais parce que pour moi, c'est important. Mais on crée une dynamique pour, voilà, on peut travailler, on peut rigoler. C'est d'ailleurs l'une de nos phrases clés sur le projet, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, pour ça, il faut des gens qui comprennent et qui adhèrent à ça. Et je reproche à personne de ne pas y adhérer, mais vraiment pas. Quand tu embauches tes salariés, est-ce que tu as une question que tu aimes bien leur poser qui ne soit pas forcément marquée sur le CV, enfin qui a un lien avec le CV? Tu me lances sur un sujet là où je peux faire très long et ça va partir dans la polémique, hein. Non, mais je blague. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le CV, en fait, la polémique, c'est quoi? C'est que je trouve qu'on vend de plus en plus de diplômes qui valent, mais bullshit. Enfin, qui sont bullshit et qui valent que dalle. Mais que dalle, c'est assez scandaleux d'ailleurs. Donc, résultat, les CV, ça vaut que dalle. Voilà. À moins, mais de toute façon, c'est pas nos profils d'un mec qui ait fait des très grandes écoles. Centrale, des Sciences Po, des choses comme ça. Maintenant, tout a été banalisé. Donc, résultat, moi, quand je regarde un CV, de toute façon, c'est l'expérience. Ce qu'ils ont fait. Et quel que soit, un an de woofing ici, là, on a un nouveau collaborateur pendant un an parce qu'il était entre deux, il avait besoin de gagner sa croûte et il est parti au charbon. Donc, il déplaçait des trottinettes à droite, à gauche. Mais pour moi, ça veut tout dire.
C'est un mec, il s'envoie, voilà, il sait ce que c'est de se retrousser les manches parce que la vie, c'est la vie et c'est pas que du fun. Et voilà, et après, tu le rencontres et t'essayes de... Mais malgré tout ça, tu peux te tromper. Tu peux te tromper pour 1000 raisons. Parce que des fois, à un moment, tu as envie de voir ce que tu as envie de voir et en fait, tu t'es un peu voilé la face. Donc, non, j'ai pas une question. J'essaye, en fait, pour te répondre, le plus dur, c'est que j'essaye de comprendre et d'anticiper si justement le profil de la personne qui est en face de moi peut aller et fitter avec le projet. Et que je sais très bien qu'on peut, de manière pas du tout en pensant à mal, on peut se mentir à soi-même. Donc en fait, j'essaye de comprendre qui j'ai en face de moi et j'essaye de comprendre qui j'ai en face de moi, même ou malgré ce qu'il va me dire. C'est-à-dire que j'écoute bien ce qu'il me dit, mais je me dis, voilà, peut-être que, pas par enthousiasme, etc. Donc, j'essaye de faire cet effort-là et je lui demande, peut-être la question que je lui fais, j'essaye de le pousser pour dire, voilà, est-ce que tu es bien à l'aise? Est-ce que je t'ai bien expliqué tout? Pour que tu saches dans quoi tu t'embarques. Pas qu'il y ait des tricks ou des pièges extraordinaires, mais parce que justement, un engagement mutuel, c'est pas évident. Voilà, et c'est vrai. Donc moi, je veux que ce soit une rencontre. Donc voilà. Donc voilà, c'est clair que pour moi, le vécu, pour moi, c'est ça. Et tu peux avoir du vécu à 25 ans, c'est pas le sujet. Mais des gens qui ont du vécu, des gens qui savent ce que c'est, d'autres situations et tout ça, pas des gens qui croient que c'est arrivé, parce que tu es dans l'erreur. Tu t'en rends toujours compte après. Guillaume, quel conseil tu donnerais, toi, par rapport à ton expérience, à une personne qui a envie d'entreprendre ? Bonne chance déjà, parce que franchement, c'est clairement pas le plus facile. Après, je pense que c'est comme pour toute chose, hein, il faut apprendre à se connaître, ce qui est le plus dur, et t'as jamais fini, voilà. Non, franchement, j'ai pas de conseils à donner. C'est un truc, de toute façon, si tu l'as, ça va ressortir d'une certaine manière. Alors, je suis impatient de nature, mais en même temps, c'est ce qui fait le feu qui m'anime et qui me fait avancer toujours. Donc, il faut être patient en fait. Et si on a le feu comme ça, il faut réussir à le gérer. Et si on n'arrive pas à le gérer, faut accepter le fait qu'on se brûle les doigts. Voilà. Donc moi, je me suis brûlé les doigts, je me suis pris des murs. C'est ma manière de fonctionner, entre guillemets. J'ai besoin de comprendre en tombant. Voilà, c'est stupide, hein. Il doit me manquer des cases, sûrement. Et mon profil n'est pas le profil type, parce que je pense qu'il n'y a pas de profil type. Par contre, celui qui se connaît bien, qui sait où il va, qui sait que sur ça, il va être performant, et là, d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir entreprendre. Et entreprendre, c'est pas être le gérant d'une SARL, le président d'une SAS. Ça peut être très bien être chef de projet, c'est de faire quelque chose. Ça peut être très bien faire un job alimentaire, et puis le week-end ou à tes heures perdues, écrire un livre, faire des peintures. C'est faire des projets. Et donc, à un moment, il faut le sentir. Et il faut pas le faire pour les autres. Il faut pas le faire parce que ça fait bien. Il faut pas le faire pour faire plaisir à sa famille. Il faut pas le faire pour faire plaisir à sa femme ou son compagnon. Donc, en fait, le truc, je pense, de manière générale, pour réussir dans la vie, c'est d'être en adéquation avec soi-même. À partir de là, il y aura beaucoup moins d'anicroches, il y aura beaucoup moins de déceptions, de désillusions surtout, et ce qui pour quelqu'un d'autre pourra paraître pour banal, voire même de la médiocrité, pour toi, tu seras épanoui. Ta réussite, elle est là, tu seras épanoui. Je critique pas les mecs qui kiffent les voitures, les cinémis, s'ils sont épanouis comme ça, voilà. Et ceux qui kiffent les vélos cargo, je les critique pas non plus. Et s'ils kiffent comme ça, très bien. Par contre, si ça sonne faux parce qu'ils veulent faire sonner, soi-disant, paraître pour d'autres, c'est là où, quoi qu'il arrive, voilà, c'est la porte du saloon. Et voilà, elle va revenir. Donc, c'est plus ça. Voilà, c'est d'essayer de bien en adéquation avec soi-même. Quand on est sur ça, par contre, ça d'expérience, je peux le dire, quand on est sur ça, là, on est fort, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ça a de l'impact, on avance, on est bien, on est au bon moment. C'est comme un musicien, ça sonne bien, ping, ping, ping. Et si ça sonne bien, c'est un peu le musicien qui m'a dit ça, tu peux l'écouter 3000 fois, il n'y a pas de souci, parce que tac, et ça sonne bien pour ton oreille. Donc ça sonne pas bien pour tout le monde. Et donc tu reviens sur un truc qui est très perso. Mais si là, tac, pour toi ça sonne bien, pas de sujet, tu vas kiffer. Comment, je sais pas, parce que ta vie je te connais pas, mais tu vas kiffer, tu vois. On sent que tu es quelqu'un de très dynamique, qui a une grosse énergie. Et justement, est-ce que le matin, tu as une phrase ou un mot pour te motiver quand ça va, c'est un peu plus dur, ou tu as toujours la patate ?
Le problème des gens qui, soi-disant, ont beaucoup d'énergie, c'est qu'ils l'ont positive et négative. Donc, non, comme tout le monde, j'ai beaucoup de doutes et le doute me fait avancer aussi. Donc, non, j'ai pas un mantra spécial, j'en ai aucun. Mais par contre, je vais savoir si jamais je me lève plusieurs fois avec un truc. Enfin, je suis impatient. Donc, si j'ai un truc qui va pas, si je me réveille que j'ai un truc qui va pas, il faut que je le règle. Voilà, ça m'obsède d'une certaine manière, et donc ça me fait avancer. C'est sûrement des fois pas la bonne méthode, mais du coup voilà. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand tu es sur quelque chose où tu es bien à ta place, que ça sonne bien justement, tu es bien. Voilà. Tu vois, moi, ce que je peux te dire, là où je suis content de comment ça se passe, cette histoire-là, c'est quand ma gamine, elle me dit « Ah bah papa, toi, je t'ai jamais entendu te plaindre de ton travail. Tout le monde se plaint tout le temps, toi, je t'ai jamais entendu dire « J'ai pas envie d'aller travailler. » Bah, franchement, j'y avais pas pensé, mais c'est bon. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est un putain de mantra quand même. Mais voilà, tu t'en rends pas forcément compte. Mais c'est pas rose tous les jours, mais bien sûr que non. Mais voilà, tu prends un jour après l'autre, quand il y a des problèmes, tu les règles, et puis après tu t'habitues, et puis ça fait partie du jeu, c'est une gymnastique, quoi. C'est une gymnastique. Donc il y a quelqu'un d'ailleurs à ce sujet-là, entrepreneur chevronné, qui avait raconté une fois, et dit bah moi tous les matins je me lève, il y a 11 fuites d'eau. Il y a 11 trous avec des fuites d'eau. J'ai 10 doigts. Tous les matins. Donc, tu peux le voir de cette manière-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, avec le développement de tes projets, etc., tu vas t'adapter. C'est-à-dire, ce qui avant pouvait te sembler être la fuite d'eau de trop, quelque chose de dramatique, en fait, tu vas l'encaisser parce que pour toi, c'est le business as usual, quoi, tu vois, c'est normal, ça fait partie du truc. Ah oui, bah ça s'est cassé, ça marche pas, ça c'est machin, lui ici, lui machin, lui truc. Ok. Mais à un moment, t'as un seuil qui fait que, bah, soit c'est le temps de faire autre chose, soit c'est le temps de passer à autre chose, soit c'est naturellement, s'il y a un sujet et que ça sonne plus bien, voilà, faut régler cette problème de tonalité. Sinon, tu subis. On parle de la cause climatique, de l'environnement. Est-ce que ça te questionne sur ton activité ? Même si je sais que vous êtes quand même, par rapport à la brasserie, vraiment déjà vous avez une grosse démarche par rapport à ça. Mais toi, tout type de business doit être en lien avec l'environnement. Bah alors nous, c'est vrai que sur la brasserie, sur le nouveau projet d'atelier assemblage, enfin tout ce qu'on fait en termes de production, c'est 100% bio. Alors faut le dire, c'est pas reconnu du tout. C'est-à-dire que on est les seuls à le faire, même les clients, ça les intéresse peu. Sur le produit bière, parce que je sais pas, c'est un produit convivial, festif, donc autant pour la compote des gamins, le lait, les œufs, ils vont être plus sensibles. Sur la bière, beaucoup moins. Donc en fait, c'est un truc éminemment personnel. Voilà. Alors qu'on doit payer pour des certifications, on doit faire tout un tas de choses. Oui, ça nous coûte un peu plus cher d'une certaine manière, mais même des fois on a des contrôles et personne nous aide. Alors que d'une certaine manière, c'est une préservation à intérêt collectif, préservation de la nature. Donc ce que je veux dire, c'est que nous, oui, c'est éminemment personnel. C'est qu'à un moment, tu te regardes et tu dis, bah non, en fait, je vais faire ça. Ça coûte plus cher. Ouais, bon, c'est pas vraiment le sujet. On verra après, on comptera après. De base, c'est ce que je vais faire parce que voilà, il y a mon miroir et voilà ce que je veux que ça renvoie. Donc j'ai pas de leçon à donner. À part le fait que oui, et je pense comme tous les gens qui s'engagent dans ces sujets-là, on pense et on voudrait que ce soit la norme. En fait, et on voudrait. Et du coup, on est comme tout le monde, on subit. Donc oui, bien sûr, je pense que si tu prends un peu de recul par rapport à tout ce qu'il y a, et même ça devrait pas être autorisé de ne pas, de pouvoir engager un projet privé qui va à l'encontre des intérêts collectif et public. Alors, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire pas d'avis à donner, mais c'est que c'est pas un sujet. C'est-à-dire que quel que soit ton projet, tu mets les valeurs que tu veux. Si tu me poses la question à moi, je pense que c'est des valeurs de base. Sinon, faut pas le faire. Reste dans ton coin, fais rien, ton empreinte, tu vois, et tu nuiras moins à tout le monde. À tout le monde, dont toi et tes proches, hein, parce qu'à un moment, faut arrêter de croire que, à un moment, la balle, elle revient. Je pense juste que, même de manière générale, là, tu parles d'environnement, mais trop souvent, les gens, je trouve, se plaignent de je suis pas aidé ci, je suis pas aidé ça, voilà, exactement comme je viens de le faire pour le bio. Mais à un moment, comme je t'ai dit,
Après, moi, je compte les points. À un moment, tu te lances dans quelque chose. Personne n'est obligé. Tu as des variables à faire. Tu n'es pas obligé. Oui, c'est difficile, mais il faut le faire. Donc oui, pour répondre à ta question, je n'ai pas de leçons à donner, de conseils à donner, mais si tu veux mon avis, oui, je pense qu'il devrait y avoir un jugement sur toutes les initiatives privées qui ont un impact sur le public. Et elles ont à peu près toutes un impact. Et donc, limite, il faudrait que ça puisse être jugé d'une certaine manière en disant « Ouais, mais bon, si pour faire la même chose et le faire moins bien et de manière plus nocive, il y a quand même un sujet. » Et il faut arrêter, d'un autre côté, il y a aussi une gestion collective, de croire que c'est que aux personnes privées de devoir assumer tout le collectif. Donc, je n'en veux pas du tout à l'entrepreneur qui ne pense pas à ça. Pas du tout. Je dis juste, dans notre manière de faire, et notamment collective et publique, il y a une réflexion à avoir sur quel est l'impact collectif. Et je pense à ça, tu parles de l'environnement, mais les boîtes à diplôme, là, hein, qui pullulent sur les quais, pour pas les nommer, ça, c'est un scandale. Ça envoie des générations complètes au Pôle emploi. Qui c'est qui va payer le chômage? Nous tous. Voilà, ça fait croire des choses. Donc, c'est pas que de l'environnement. Hein. Voilà, là, c'est de l'humain. C'est un peu à contresens. Avec tout ce qui se passe, on marche sur la tête. On le sait très bien. Voilà. Et par rapport à ça, tout le monde sera impacté. Mais même moi, là, je disais un article sur le houblon, ça va être difficile parce que les sécheresses... Mais on sera tous impactés. Tous impactés. Bah, là, on est quoi, le 16 octobre? Bon, bah voilà. Aujourd'hui, c'est la première journée où on est monté qu'à 20. Mais la semaine dernière, on était à plus de 30 degrés. Donc, mais bon. Donc, OK. Tout va très bien, Madame la Marquise. Et toi, en tant qu'entrepreneur, admettons, bon, c'est pas vrai, hein, mais on va dire, j'ai des contacts au gouvernement. Toi, en tant qu'entrepreneur, quelle info tu aimerais faire remonter? Admettons, moi je te donne un exemple, tu fais quelque chose, tu as une démarche bio dans tes produits, donc peut-être tu vas faire une TVA plutôt à 5%, toi tu taxes à 5% au lieu de 20% par rapport à une personne qui va utiliser des céréales bourrées de pesticides. Enfin, toi, tu aurais une question, une vision sur ça? Oui, et puis même je peux aller plus loin sur ça parce que ce sujet-là, il me tient à cœur. J'ai discuté avec d'autres brasseurs autour d'un réseau des brasseurs bio. On essaie de remonter ça. Alors, pas que ça à faire, on est petit aussi, donc ça avance pas vraiment. Et puis, bon, vu tous les sujets, c'est pas trop peut-être entendable. J'aurais dit que ça avance pas trop, c'est ça la finalité. Mais oui, le sujet, c'était de dire, à un moment, si que des privés font un effort pour le collectif et que l'État, dans sa manière de fonctionner, donc quand on dit État, c'est l'organisation collective d'une population et avec des frontières, à un moment, si vous voulez que ça continue, peut-être qu'il faut aider. Surtout que c'est des choses qu'ils font, mais sur tout un tas de pans de l'économie. Donc on dit d'industrie, de ça, et je vais aider ça, et je vais aider ça, et je veux que ça ne meure pas, et je veux que la culture, donc j'aide, donc. Et c'est normal, parce que eux ont, dans leur vision public, dans leur vision collective, ils vont dire attention, ce curseur-là, il est important. Donc voilà, si juste au niveau de l'économie de marché, ça les met en difficulté, on va les aider parce qu'on veut qu'ils existent encore. Donc c'est un sujet où, oui, ils doivent le prendre et ils renvoient auprès du consommateur toute la responsabilité. Ah oui, mais ça va marcher si les consommateurs, ils achètent. Oui, très bien. Donc en fait, notre sujet, c'est de se dire, à un moment, si vous voulez qu'il y ait plus de gens qui fassent des actions qui préservent l'environnement, il faut les aider. Par rapport à ce que tu disais, on ne peut pas taper sur l'entrepreneur qui ne part pas sur des démarches environnementales. On peut juste souligner le fait qu'il n'est pas aidé pour ça. Donc, il faut arrêter de dire « Ah, regardez le salaud !» Donc, il y a ce sujet-là. Et après, sur les dispositifs, il y en a 10 000. Et l'État connaît très bien sur des trucs très simples. Il ne faut pas aller dans des trucs trop compliqués, surtout sur des petits gens comme nous, sur les TVA, des choses comme ça. Mais tu sais, des petits crédits d'impôt. En fait, c'est très simple. Moi, aujourd'hui, c'est que c'est pas que les ingrédients qui me coûtent plus cher. C'est qu'il faut que je paye pour dire ce que tu dis, c'est pas de la merde. Et les mecs me disent le logo comme ci, le machin comme ça, et même la couleur. À un moment, je dis attendez les gars, je paye tout pour machin pour truc, à un moment, tu vas pas m'emmerder avec la couleur. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais donc, on le fait et on le fait jusqu'au bout. Mais du coup, ok, donc vous voulez cadrer, c'est normal. À un moment, qu'est-ce que vous faites pour que ça existe un peu plus? Parce que la réalité, c'est que, il y a l'inflation, et le Covid, il y a les guerres en Ukraine et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Oui, le bio, c'est un peu plus cher à la fin. Donc, tous les biocop, tous les machins, les trucs, ils couinent en ce moment. C'est en train de se casser la gueule. Et tout le bio est en train de se casser la gueule. Alors nous, c'est pas un sujet parce qu'on vend de la bière et que le surcoût de nos matières premières, on les assume.
voilà, les autorités, si elles veulent qu'à un moment les gens arrêtent d'aller vers ces pratiques-là, doivent se poser les bonnes questions. Mais en fait, je te parle de ça. Là, on a encore vu que le glyphosate, sur l'Union européenne, il y avait encore une autorisation pour X temps. Donc, on marche un peu sur la tête. Alors nous, les Français, on était contre. Donc ça, c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses sur lesquelles on pourrait aller plus loin, parce que toutes les industries qui sont aidées, si tu regardes tous les gens qui sont aidés par des crédits impôts, des choses comme ça, t'as des trucs d'outre-tombe. Hein. Donc... bon, voilà, ça prendra un peu de temps. Mais en fait, à partir du moment où on va bien, ils disent, bah vas-y, écoute, tu pars, tu voulais aller tout seul et compagnie. Et puis l'argument le plus fallacieux, c'est ouais, c'est un argument marketing. C'est un truc que je peux te promettre, c'est que tout le monde s'en fout qu'on soit bio. Mais tout le monde. Hein. Je suis 100% bio, mais tout le monde s'en fout. Les gens savent le goût de mes bières, le nom de ma bière, machin, elle fait que je sois bio. C'est ça la réalité. Mais pour dire, ouais, mais non, mais c'est un truc de niche. Mais non, c'est juste que, en fait, si tu me dis, c'est les tomates de mon voisin, si elles sont au Roundup, voisin ou pas voisin, donc je veux des bonnes tomates. Donc voilà, moi c'est le seul truc sur lequel que je mets en avant, enfin même pas que je mets en avant, mais que je fais juste pour moi-même en me disant les trucs que je fais au moins c'est un peu clean de ce côté-là. Et quand on parle de tes ingrédients bio, ça veut dire bio français ou bio ça vient d'étranger ? Nous c'est très français sur la partie céréales et une partie des houblons, mais il y a une partie de nos houblons, non, qui en l'occurrence ont une empreinte carbone parce qu'elles ne viennent pas de France. Ça, on l'assume, c'est-à-dire qu'à un moment, on a un produit de goût et on aurait des difficultés par rapport à la palette qu'on veut proposer d'aller vers ça. Mais ça, pour moi, ça fait partie du développement de mon projet. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir une attractivité, notamment en termes de palette aromatique, assez grosse pour que ça puisse se développer. Parce que là, une fois qu'on a parlé de l'environnement, de la terre, on parle des hommes. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le projet, par rapport à ses débuts, aujourd'hui, il y a 10 personnes qui vivent de ce projet-là. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que le projet a su se développer avec ses valeurs bio, mais il fallait quand même une certaine attractivité. Donc, je ne peux pas non plus m'enfermer vers le toujours plus, le toujours mieux. Et j'ai fait des produits avec des matières premières, avec de la malterie locale, des houblons locaux, etc. Mais c'est compliqué parce que en termes de goût, c'est un peu décevant. On est des produits de goût. Donc, à un moment, si je fais un resto, par exemple, pour faire plus simple, et que tout ce que je fais, c'est un mauvais exemple parce que clairement, en termes de sourcing pour faire de la cuisine bio, c'est très bien. Alors, je vais rester sur la bière. Tu perds en termes de... T'as des produits qui vont être moins expressifs au niveau aromatique, surtout sur les houblons. Il y en a qui font ce choix-là et qui réussissent, bravo à eux. Moi, j'avais l'impression que j'allais pas réussir à faire le job et à développer la brasserie. Aujourd'hui, la brasserie, c'est 10 personnes. La brasserie artisanale embauche, mais embauche tellement plus que ce qui se passait avant. Et avant, c'était quoi ? Les brasseries industrielles, les Pelfort, les Heineken que tu retrouves sur les petits 2000, des choses comme ça. À ton avis, ça crée combien d'emplois en France ? Quasiment plus. À tel point que la seule formation qu'il y avait de brasserie, à l'époque, s'était arrêtée en 2005. Parce que, en fait, comme ça se concentrait, et toujours besoin de moins de personnes. Il y a aussi ce sujet-là. C'est le sujet environnemental et le sujet humain. Donc, résultat, moi, je suis pas plus royaliste que le roi. J'ai des curseurs, je fais au mieux. Et en même temps, et à un moment, je me dis, entre être 3 et faire 5 bières 100% françaises, pas hyper fun et tout ça, mais en me disant, regarde, j'ai lavé plus blanc que blanc, et être 10, avoir une attractivité, que les gens viennent un peu plus, etc., auprès de nos produits, je fais ce choix. C'est des équilibres, c'est des choix perso qui vont se faire. Et puis derrière ça, à partir du moment où ça préserve la nature, même s'il y a une empreinte un peu plus importante, à titre personnel, cette expression aromatique très diverse, elle me plaît. C'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est que c'est des produits de goût. Et à un moment, les valeurs, elles n'ont pas de goût. Donc je ne critique pas les gens qui disent « je ne vois pas que tu es bio, que tu n'es pas bio ». Voilà, je suis plus critique par rapport au fait qu'on n'est pas reconnu et pas aidé. Bien, merci beaucoup Guillaume. Et longue vie à la Maison Pipe. C'est gentil, merci. Longue vie au podcast. La citation du soir est de Claude Lévi-Strauss. Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.